Paul Simon Andy, bonjour. Bonjour. Si les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi se rendent bien samedi prochain au sommet de Dar es Salaam, est-ce qu'il pourra en sortir quelque chose de positif ? Je pense qu'au point où on en est, il faudrait déjà trouver que le fait que les deux présidents se retrouvent dans la même salle est une victoire diplomatique. C'est le genre d'optimisme auquel on est parvenu après l'escalade des dernières semaines. Je pense que du point de vue diplomatique aussi, la mise en œuvre d'un cessez-le-feu, au moins humanitaire, serait un grand pas en avant. Alors justement, le M23 a annoncé hier un cessez-le-feu unilatéral à caractère humanitaire, mais les autorités congolaises y voient de la poudre aux yeux. Que faut-il en penser à votre avis ? Alors, je pense que pour le M23, il y a là déjà une posture politique, mais je crois que le M23 est aussi sous pression parce que le M23 perçoit bien que le ton monte, les diplomaties, surtout occidentales, mais disons la diplomatie onusienne lève le ton au Conseil de sécurité des Nations Unies. On voit que des pays comme la Chine nomment maintenant le Rwanda comme faisant partie du problème. Donc, je pense que le M23 est aussi sous pression. Alors samedi prochain, le sommet extraordinaire réunira deux organisations sous-régionales qui sont en profond désaccord. D'un côté, la communauté d'Afrique de l'Est qui soutient le Rwanda et qui réclame un dialogue direct entre le gouvernement congolais et le M23. De l'autre côté, la SADC, la communauté d'Afrique australe, qui soutient le Congo et qui exige le retrait des troupes rwandaises de RDC. Est-ce qu'on ne va pas vers un échec ? Alors, c'est bien pour ça qu'on fait de la diplomatie, pour aplanir les différences. Mais vous avez raison, les divergences entre la SADC et la communauté est-africaine ne peuvent pas être plus grandes. Donc, je pense que ces divergences ne peuvent s'aplanir que si chaque camp fait des concessions. Et pour le moment, on a très peu vu de concessions de la part de la RDC et du Rwanda sur ce dossier. Tous les deux ont misé sur une option militaire à l'est de la RDC. Le ton est en train de monter également entre le Rwanda et l'Afrique du Sud. Paul Kagame exige le retrait des troupes sud-africaines de la région. Cyril Ramaphosa répond que si le Rwanda continue de tuer des soldats sud-africains, eh bien ce sera une déclaration de guerre. Jusqu'où peut aller une telle escalade ? Alors je pense que cette escalade rajoute tout simplement de l'huile sur le feu. Le président Ramaphosa est acculé en Afrique du Sud par un parlement que l'ANC ne contrôle plus et des voix qui demandent le retour de ses troupes. Mais de l'autre côté, il y a une longue histoire de désaccord entre le Rwanda et l'Afrique du Sud qui fait que l'Afrique du Sud, qui avait déjà participé à la défaite militaire du M23 en 2012, voudrait véritablement en finir avec ce groupe rebelle qui, du côté sud-africain, a déjà causé trop de dégâts à l'est de la RDC et est considéré comme la véritable cause d'instabilité à l'est de la RDC. Et cette escalade va aussi de pair avec une escalade qui oppose le Burundi au Rwanda et qui aussi a connu des tournants dramatiques ces derniers jours. Je pense qu'il y a à la veille du sommet de l'Union africaine, il y a véritablement lieu de calmer les esprits et de parvenir au moins à faire taire les armes pour laisser la place à la diplomatie. Et peut-on dire que l'un des rares pays africains qui peut faire pression sur le Rwanda aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud ? Oui, véritablement, l'Afrique du Sud est certainement le pays africain qui a pris le moins de gants pour nommer le Rwanda comme l'un des soutiens du M23. Vous verrez que la rhétorique de l'Union africaine, la rhétorique de la communauté est-africaine ne mentionne même pas le Rwanda comme faisant partie de la belligérance à l'est de la RDC, alors que des rapports successifs du groupe d'experts des Nations Unies sur le Congo démontrent depuis quelques années déjà combien le Rwanda est impliqué aux côtés du M23. Certainement, de ce côté, l'Afrique du Sud prend des positions qui sont très différentes, qui sont en accord avec les positions internationales exprimées au sein du Conseil de sécurité, mais elle détonne la diplomatie sud-africaine avec la tendance des pays africains à ne pas antagoniser l'un de ses membres, même s'il se trouvait en violation flagrante de la charte de l'Union africaine qui, naturellement, comme on le sait, proscrit les violations de l'intégrité territoriale des États membres. Et c'est pour ça que le Rwandais Paul Kagame devient menaçant à l'égard de l'Afrique du Sud, peut-être, non ? Oui, certainement. Il y a de toute façon une rhétorique très peu diplomatique qui a envenimé les échanges entre les deux dirigeants, poussés par une escalade de part et d'autre. Et je pense que du côté des deux gouvernements, il y a intérêt à arrêter cela parce que ceci n'aura pour corollaire
clair qu'une aggravation de la campagne militaire avec beaucoup de morts de part et d'autre. L'Afrique du Sud est une démocratie où chaque soldat mort attire des critiques véhémentes de l'opposition au Parlement et met le gouvernement sous pression. Et c'est sans doute là-dessus que compte le Rwanda. Oui, il est clair que le gouvernement du Rwanda n'a pas les mêmes comptes à rendre à sa population, à l'opposition au Parlement dans cette crise. La nouvelle position de fermeté de la Chine à l'égard du Rwanda, est-ce à cause de l'Afrique du Sud? Alors je pense qu'il y a plusieurs facteurs. On pourrait voir la proximité de la Chine avec l'Afrique du Sud dans le cadre des BRICS, mais on pourrait voir aussi que de nombreuses sociétés chinoises sont déployées à l'est de la RDC, notamment dans les mines, et que l'aggravation de la guerre n'est certainement pas bonne pour les affaires, surtout si on veut faire des affaires légalement et ne pas participer à le commerce illicite des matières premières qui sont abondantes dans cette région-là. Alors au Conseil de sécurité de l'ONU, la France prépare une résolution pour un cessez-le-feu permanent et le retrait des troupes rwandaises et du M23 des zones conquises au Congo. Est-ce que le Rwanda pourrait être frappé par des sanctions, comme le demande le gouvernement congolais? De nombreux acteurs, dont le gouvernement congolais, en appellent à des sanctions. On a vu dernièrement au Conseil de sécurité, des pays comme la Grande-Bretagne ont considéré l'option des sanctions. Mais je pense que si on pouvait regarder quelques années en arrière et voir que dans une situation similaire, en 2012, on n'a pas eu besoin d'avoir recours à des sanctions, mais plutôt à des mesures restrictives, notamment l'arrêt de l'aide qui était octroyée par les pays donateurs au Rwanda. Ça a mis le Rwanda sous pression et il a dû retirer ses troupes et aussi celles de l'ancêtre du M23. On pourrait recourir à ça car une fois qu'on enclenche le processus de sanctions, il est très difficile d'en sortir et il vaut mieux y aller de manière graduée. Il y a d'autres options que les sanctions qui sont souvent l'option suprême. Au sein de l'UE, les pays européens sont partagés. Certains hésitent à adopter des sanctions individuelles contre des officiels rwandais, civils comme militaires. Est-ce que cela vous surprend? Non, ça ne me surprend pas. L'Union européenne est divisée comme l'Union africaine, comme la East African Community. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est la posture ambiguë de certains acteurs. L'Union européenne s'est attirée beaucoup de critiques lorsque l'année dernière, elle a signé un accord avec le Rwanda sur l'exportation par le Rwanda de certains minerais. Le Rwanda en a, c'est vrai, mais ses exportations ces 2 dernières années sont assez en contradiction avec ce qu'on sait de ses réserves dans ces minerais. Si le sommet de samedi prochain échoue, est-ce que vous craignez une guerre généralisée, comme le dit le président burundais, Évariste Ndayishimiye? C'est un vrai risque, mais je pense que tous les acteurs, y compris le Rwanda, n'ont aucun intérêt à une guerre généralisée. Je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de qui que ce soit, car il n'y aurait que des perdants. Et je pense que c'est cette conviction-là qui guidera les travaux samedi prochain, lors du sommet des 2 organisations sous-régionales. Mais je pense aussi qu'il faut être pas pessimiste, mais il faut être prudent avec les attentes qu'on a d'un tel sommet. Un succès, comme je le disais au départ, un succès pourrait déjà d'avoir une trêve humanitaire et de décider de faire taire les armes pour quelques semaines et de faire revenir la diplomatie, notamment les processus de Nairobi et de Luanda. Si on arrive à ça, je pense que ce serait déjà une grande victoire dans les conditions actuelles. Paul Simon Handy, je vous remercie.